Monsieur, venez aux urgences immédiatement. Votre femme est inconsciente et il y a un homme inconnu avec elle. La situation est très étrange, a dit l'agent précipitamment. J'y ai couru et je suis resté figé. Ma femme et un homme étaient allongés sur des civières voisines, et sur le sol, il y avait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Mes jambes me portaient à peine lorsque je suis entré aux urgences, puis je me suis figé, complètement paralysé. Ma femme Martine et un homme que je n'avais jamais vu de ma vie étaient allongés sur des civières adjacentes, tous deux inconscients, reliés à des machines qui bipaient sans fin. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était ce qui se trouvait sur le sol, juste entre les deux civières. Des taches sombres de sang formant une flaque irrégulière. Des vêtements déchirés éparpillés partout. Un flacon de pilule vide roulant près du mur et ce qui ressemblait aux vestiges d'une bagarre violente, désespérée et mortelle. Que diable s'était-il passé ici? Qui était cet homme? Pourquoi était-il avec ma femme? À qui appartenait ce sang? Je m'appelle Jacques. J'ai 63 ans. Et à ce moment-là, tout mon monde s'est effondré sous mes yeux. Des infirmières couraient dans tous les sens. Les médecins criaient des ordres médicaux que je ne comprenais pas. Les lumières fluorescentes de l'hôpital m'aveuglaient, et j'étais juste planté là comme un idiot, essayant d'assimiler la scène infernale qui se déroulait devant moi. Un policier s'est approché de moi avec une expression sérieuse, un carnet à la main, me posant des questions que mes oreilles enregistraient à peine. « Connaissez-vous cet homme, monsieur? Savez-vous où était votre femme ce soir? Avez-vous la moindre idée de ce qui a pu se passer? » Non. 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 Ce furent les seules réponses qui sortirent de ma bouche. Mais laissez-moi remonter un peu le temps, car pour comprendre ce cauchemar, vous devez connaître mon histoire. Vous devez savoir qui je suis, qui était Martine, et comment nous en sommes arrivés à ce moment d'horreur absolue. J'ai épousé Martine il y a 18 ans. Elle avait 42 ans à l'époque. J'en avais 45. C'était une femme séduisante au rire facile qui m'a fait croire que j'avais enfin trouvé quelqu'un avec qui vieillir. Pendant les premières années, tout semblait normal, voire bien. Nous travaillions ensemble pour construire une vie. Je conduisais un taxi à l'époque. Elle travaillait dans un magasin de vêtements. Nous formions une équipe. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Martine a changé. Ou peut-être avait-elle toujours été comme ça et j'étais trop aveugle pour le voir. Elle a commencé à se plaindre de tout, de la maison que nous louions, de mes revenus, de mon apparence, de mes horaires. Rien de ce que je faisais n'était suffisant. Ce n'était jamais assez. Regarde comment vivent les Martin. Ils ont une belle maison. Jacques, le mari de mon ami lui a acheté une nouvelle voiture. Et toi, que m'offres-tu, Jacques? Tu vieillis mal. Tu devrais mieux prendre soin de toi. J'ai honte de sortir avec toi. Chaque mot était un petit coup de couteau constant. Chaque jour, sans faute, il y avait une critique, un reproche, une comparaison. Et moi, comme un idiot, je travaillais plus dur en pensant que si je gagnais plus d'argent, si je lui offrais plus de choses, si je faisais plus d'efforts, elle serait enfin heureuse. Elle me regarderait enfin à nouveau avec amour. Il y a 5 ans, j'ai quitté le taxi et j'ai commencé à travailler comme chauffeur VTC. Les horaires étaient brutaux, mais le salaire était meilleur. Je me levais à 4 heures du matin, je prenais ma douche en silence pour ne pas réveiller Martine, je buvais un café amer debout dans la cuisine et je partais dans les rues sombres de la ville. Je conduisais 12, parfois 14 heures par jour. Mes jambes gonflaient, mon dos me faisait constamment mal, mes yeux brûlaient de fatigue. Je mangeais ce que je pouvais dans la voiture. Des repas froids que je préparais le dimanche pour toute la semaine en attendant la prochaine course dans un parking désert. Et Martine. Martine dormait jusqu'à 11 heures du matin. Elle se levait, se préparait un petit déjeuner élaboré que je ne partageais jamais parce que je travaillais déjà depuis des heures. Et puis elle sortait, toujours de sortie avec des amis. Elle disait qu'elle allait au salon de beauté, à la salle de sport, prendre un café, ou je ne sais où. Elle rentrait l'après-midi, parfois le soir. Toujours avec des sacs de course, toujours fraîchement coiffée, les ongles fraîchement vernis, avec de nouveaux vêtements qui coûtaient ce que je gagnais en 3 jours de travail épuisant. Quand je rentrais à la maison, détruit, le corps endolori, tout ce que je voulais, c'était un plat chaud et peut-être un mot gentil.
Mais Martine me regardait à peine. Elle était scotchée à son téléphone, riant à des messages qu'elle ne me montrait jamais, tapant avec une vitesse et un sourire qu'elle ne aime m'accorder jamais. Jacques, le dîner est sur la cuisinière. Serre-toi. Je suis occupé. Jacques, tu peux baisser le son de la télé? Tu me déranges. Jacques, tu sens la sueur. Va prendre une douche avant de t'approcher de moi. Jamais un merci pour avoir travaillé si dur. Jamais un « je t'aime ». Jamais une reconnaissance des efforts que je faisais pour maintenir son confort, pour payer ses caprices, pour lui offrir la vie qu'elle exigeait tout en me traitant comme si j'étais invisible. Il y avait des nuits où je restais éveillé à côté d'elle dans le lit, fixant le plafond sombre, me demandant ce que j'avais fait de mal, me demandant pourquoi je me sentais si seul tout en étant marié, me demandant si c'était ça le grand amour. Se sacrifier jusqu'à être vidé pendant que l'autre personne prenait et prenait sans jamais rien donner en retour. Mais je suis resté là. J'ai continué à me lever à 4 heures du matin. J'ai continué à conduire jusqu'à ce que mon corps implore du repos. J'ai continué à lui donner presque tout mon salaire pendant que je survivais avec le strict minimum. Pourquoi? Parce que j'avais 63 ans et que j'étais fatigué. Parce que je croyais que c'était mon devoir de mari. Parce que ma mère m'avait appris qu'un vrai homme soutient sa famille quoi qu'il arrive. Parce que j'avais peur de me retrouver seul. Parce qu'au fond de mon âme brisée, je gardais l'espoir idiot qu'un jour Martine me regarderait à nouveau comme elle le faisait au début, quand mes yeux brillaient encore de quelque chose qui ressemblait à un avenir. Ma sœur Héloïse me le disait constamment, « Jacques, cette femme te détruit. Jacques, ouvre les yeux. Elle ne t'aime pas. Elle n'aime que ton argent. Jacques, s'il te plaît, pars avant qu'il ne soit trop tard. » Mais je n'écoutais pas. Je défendais Martine. Je lui trouvais des excuses. Elle est juste stressée. Elle a ses propres problèmes. C'est ça le mariage. Ce n'est pas toujours tout rose. Héloïse secouait tristement la tête et arrêtait d'insister, sachant que j'étais une cause perdue. Il y a 3 mois, j'ai remarqué quelque chose de différent. Martine était encore plus distraite que d'habitude. Elle sortait plus souvent. Son téléphone sonnait à des heures étranges, et elle courait dans une autre pièce pour répondre. Quand je lui demandais où elle était passée, ses réponses étaient vagues, nerveuses. Au salon avec Delphine, à faire du shopping. Rien d'important, mais ses yeux fuyaient les miens. Ses mains tremblaient légèrement. Elle me cachait quelque chose, c'était évident, mais j'avais trop peur de la confronter, trop peur de confirmer ce que mon cœur savait déjà. Un soir, j'ai trouvé un reçu dans la poche de sa veste. Il venait d'un restaurant cher, l'un de ces endroits chics où je ne l'avais jamais emmené parce que nous n'en avions pas les moyens, ou du moins c'est ce que je croyais. L'addition s'élevait à plus de 185 €. 2 plats principaux, 2 verres de vin, un dessert à partager. La date remontait à 1 semaine. Un mardi soir, juste au moment où elle m'avait dit qu'elle était chez son amie Isabelle pour regarder des films. J'ai confronté Martine avec le reçu tremblant dans ma main. Elle a à peine scié. Oh, ça. Oui. J'y suis allé avec Maryse. On s'est fait plaisir. Un problème? Je suis parti travailler tôt ce jour-là et je t'ai laissé de l'argent. Ou alors, je n'ai plus le droit de dépenser ce qui m'appartient non plus. Sa voix était froide, défiante. Moi, comme toujours, je me suis rabaissé. Je me suis excusé, je me suis senti coupable de l'avoir interrogé. J'ai rangé le reçu et n'en ai plus jamais parlé. Mais les graines du doute étaient déjà plantées. Une anxiété constante a commencé à grandir dans ma poitrine. Un sombre pressentiment qui m'empêchait de respirer correctement. Et puis, cette nuit-là est arrivée, la nuit qui a changé ma vie à jamais. C'était un mardi ordinaire, ou du moins je le croyais. Je me suis levé comme d'habitude à 4 heures du matin. Martine ronflait doucement à mes côtés, complètement inconsciente de mon existence. Je me suis habillé dans le noir, j'ai préparé mon café en silence, et je suis sorti dans la rue froide avant même que le soleil n'ait l'idée d'apparaître. Les premières heures ont été normales. J'ai conduit un cadre à l'aéroport, un étudiant à l'université, un vieil homme à l'hôpital pour son rendez-vous. De brèves conversations, de petits pourboires, un trafic dense, la routine habituelle. Vers 14 heures, j'ai reçu une demande pour récupérer quelqu'un au centre commercial. J'ai accepté. J'ai conduit jusqu'à là-bas, je me suis garé dans la zone d'attente,
puis mon téléphone a vibré. Ce n'était pas l'application. C'était un appel, un numéro que je n'avais pas enregistré. Quelque chose dans mes tripes m'a hurlé de répondre. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran avec des mains qui commençaient déjà à transpirer sans raison apparente. Monsieur Jacques Leroy. C'était une voix masculine, sérieuse, officielle. Ici l'agent Mathieu de la police nationale. J'ai besoin que vous veniez immédiatement à l'hôpital central, au service des urgences. Votre femme Martine a été retrouvée inconsciente il y a environ 1 heure. La situation ici est très délicate. Mon cerveau s'est figé. Inconsciente. Martine. Que s'était-il passé? Un accident? Un vol? J'ai essayé de poser des questions, mais ma langue refusait de m'obéir correctement. L'officier a poursuivi d'une voix tendue. Monsieur, il y a aussi un homme avec elle. Nous n'avons pas encore pu l'identifier. Tous deux sont dans un état critique. Nous avons besoin que vous veniez identifier la scène et répondre à quelques questions. C'est urgent. Un homme avec ma femme, tous les deux inconscients. Les mots résonnaient dans ma tête comme les cloches d'une église annonçant des funérailles. J'ai raccroché sans même dire au revoir. J'ai annulé la course de mon client. J'ai démarré le moteur avec des mains tremblantes et j'ai conduit vers l'hôpital comme un fou, brûlant les feux oranges, priant pour arriver vite, priant pour que ce soit une erreur, priant pour que Martine aille bien malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir. Parce que j'étais pathétique à ce point, même au milieu des soupçons et de la douleur. Je m'inquiétais toujours pour elle. Je suis arrivé à l'hôpital en 15 minutes alors que cela m'en aurait normalement pris 30. Je me suis garé n'importe comment à l'entrée des urgences. Un vigile m'a crié quelque chose, mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai couru vers les portes automatiques qui s'ouvraient beaucoup trop lentement pour mon désespoir. L'odeur de désinfectant et de maladie m'a frappé le nez. Les lumières fluorescentes au plafond brillaient d'une intensité cruelle. Des infirmières vêtues de vert passaient en hâte avec des plateaux d'instruments médicaux. Une femme pleurait dans la salle d'attente, serrant un petit enfant dans ses bras. Ce n'était que chaos, bruit et peur concentrés. Martine Leroy, ai-je crié au bureau de la réception. Je suis son mari, on m'a appelé. Où est-elle? La réceptionniste, une jeune femme aux yeux fatigués nommée Céline selon son badge, m'a regardé avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Venez avec moi, monsieur. L'agent vous attend. Elle m'a conduit le long d'un long couloir qui semblait interminable. Chaque pas résonnait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Nous avons tourné au coin, et puis je l'ai vue. J'ai tout vu, et je suis resté pétrifié. 2 civières placées côte à côte au milieu de la zone de traumatologie. Sur l'une se trouvait Martine, ma femme, reliée à des fils et des tubes, avec un masque à oxygène recouvrant son visage pâle. Ses cheveux noirs, normalement parfaitement coiffés, étaient en bataille, avec des mèches collées sur son front en sueur. Son chemisier rose était déchiré à l'épaule gauche. Elle avait des égratignures visibles sur le cou et les bras. Ses yeux étaient fermés et sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec difficulté. Et sur la civière à côté d'elle, il y avait lui, un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Grand, environ 45 ans, les cheveux bruns, de corpulence athlétique, également inconscient, également relié à des machines. Il avait une profonde coupure au sourcil droit, du sang séché tachant sa tempe. Sa chemise blanche était déchirée et éclaboussée de taches sombres. Ses jointures étaient enflées, écorchées comme s'il avait frappé quelque chose ou quelqu'un avec fureur. Mais le pire, ce qui a failli faire flancher mes jambes, c'était ce qui se trouvait sur le sol entre les 2 civières. Des taches de sang formant une flaque irrégulière sur le carrelage blanc. Des morceaux de tissu déchirés éparpillés partout. Une chaussure à talons au noir jetée près du mur. Un petit flacon de pilule vide roulant dans un coin. Et autre chose. Un portefeuille d'homme ouvert avec des billets éparpillés autour, des cartes de crédit, une carte d'identité que je ne pouvais pas lire d'où je me tenais. Monsieur Leroy, la voix de l'agent Mathieu m'a sorti de ma transe. C'était un homme d'une 50aine d'années, robuste, avec une moustache grise et un regard perçant. J'ai besoin que vous répondiez à quelques questions. Reconnaissez-vous cet homme? J'ai secoué la tête, incapable d'articuler un mot. Ma gorge était nouée, ma bouche aussi sèche qu'un désert. Avez-vous une idée de l'endroit où votre femme aurait pu être ce soir? J'ai de nouveau secoué la tête. Elle est partie en début d'après-midi.
Elle a dit qu'elle allait au centre commercial avec son amie Maryse. C'est la dernière nouvelle que j'ai eue. L'agent a noté quelque chose dans son carnet. Quelle heure était-il? Vers 15 heures, je crois. Je travaillais. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle m'a juste envoyé un texto disant qu'elle sortait. Mathieu a échangé un regard avec Céline, l'infirmière qui m'avait amené là. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose qui m'a rendu encore plus malade. Monsieur Leroy, nous avons retrouvé votre femme et cet homme dans un parking de l'hôtel Bellevue, dans les quartiers nord de la ville. Un couple qui passait par là a entendu des cris et a appelé les secours. À notre arrivée, tous deux étaient inconscients sur le sol. À côté de la voiture de cet homme. Il y avait des signes évidents de lutte violente. Des bouteilles cassées, du sang, des effets personnels éparpillés. Nous enquêtons toujours sur ce qui s'est passé exactement, mais nous avons besoin de votre coopération. L'hôtel Bellevue, dans les quartiers nord, à plus d'1 heure de chez nous. Martine n'avait jamais mentionné cet endroit. Que diable y faisait-elle? Et qui était cet homme? Je peux voir sa carte d'identité, ai-je demandé d'une voix rauque en désignant le portefeuille sur le sol. L'officier a ramassé le portefeuille avec des gants en latex et en a sorti la carte. Il me l'a montré sans me laisser la toucher. Le nom sur la carte indiquait Henri Marchand, 46 ans, adresse dans le quartier des Peupliers. Henri. Ce nom ne me disait rien. Je ne l'avais jamais entendu. Martine ne l'avait jamais mentionné, mais il était là, inconscient à côté de ma femme. Tous les deux blessés, tous les deux retrouvés dans des circonstances qui hurlaient ce que je ne voulais pas accepter. Monsieur, je suis désolé de vous annoncer cela, a continué Mathieu d'un ton plus doux, mais nous devons envisager toutes les possibilités. Y a-t-il une raison pour laquelle votre femme aurait pu être avec cet homme? Une connaissance commune? Une affaire professionnelle? Quoi que ce soit. J'ai senti l'humiliation me brûler le visage. Tous ceux qui se trouvaient dans cette pièce savaient ce qui se passait. L'infirmière m'a regardé avec pitié. Les autres policiers murmuraient entre eux. J'étais le mari trompé, l'idiot qui travaillait 14 heures par jour pendant que sa femme voyait un autre homme dans des hôtels chers. Je ne sais rien, ai-je murmuré. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas ce que Martine faisait avec lui. Céline s'est approchée de moi avec une chaise. Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes très pâle. Je ne veux pas que vous vous évanouissiez. Je me suis laissé tomber sur la chaise, mes jambes abandonnant finalement tout effort. La pièce tournait autour de moi. Les machines bipaient sans fin. Des voix médicales criaient des termes que je ne comprenais pas. Et j'étais juste assis là comme un idiot, regardant ma vie s'effondrer, morceau par morceau. Un jeune médecin en blouse blanche s'est approché de l'officier. Nous avons les résultats toxicologiques préliminaires. Les deux patients ont des niveaux dangereux de sédatifs dans le sang. Il semble qu'ils aient ingéré, ou qu'on les ait forcés à ingérer. Une dose massive de benzodiazépine. C'est un miracle qu'ils soient en vie. Nous devons faire un lavage gastrique immédiatement. Des sédatifs. Quelqu'un les avait drogués, ou ils s'étaient drogués eux-mêmes. Rien n'avait de sens. Les 2 heures qui ont suivi ont été une torture sans fin. Les médecins ont travaillé frénétiquement sur Martine et sur cet homme, Henri, effectuant des procédures que je ne comprenais pas. Céline, l'infirmière, est restée à mes côtés la plupart du temps, m'offrant du café que je ne pouvais pas boire, me disant que tout irait bien alors que nous savions tous les deux que c'était un mensonge. L'agent Mathieu allait et venait, parlant dans sa radio, prenant des notes, passant des appels, se coordonnant avec d'autres agents qui arrivaient à l'hôpital. Finalement, on m'a laissé m'approcher de Martine. Elle était stabilisée, m'a-t-on dit, mais toujours inconsciente. Je me suis tenu près de sa civière, regardant son visage que je connaissais si bien, mais qui me semblait maintenant être celui d'une étrangère. Des ecchymoses se formaient sur son cou, de profondes égratignures sur ses avant-bras. Ses lèvres étaient gercées et légèrement violettes. Qui lui avait fait ça? Cet homme, où avait-elle été l'agresseur? Quel genre de situation violente s'était produite dans ce parking? J'ai touché sa main froide et je n'ai absolument rien ressenti. Ni amour, ni compassion, juste un vide immense là où 18 années de mariage existaient auparavant. C'était comme si mon cœur avait finalement compris ce que ma tête savait depuis un moment. Cette femme ne m'avait jamais vraiment aimé. J'avais été utile, pratique, un moyen de maintenir son style de vie.
Mais l'amour, le vrai amour, n'avait jamais existé. Monsieur le roi, j'ai besoin que vous veniez avec moi. C'était à nouveau Mathieu, avec une expression encore plus sérieuse qu'avant. Nous devons vérifier les affaires de votre femme. Nous avons besoin de votre autorisation pour examiner son téléphone portable. J'ai hoché la tête en silence et je l'ai suivi dans une petite pièce où ils avaient placé les affaires de Martine sur une table métallique. Son sac à main de couleur crème taché de terre et de sang. Son téléphone portable à l'écran fissuré, son portefeuille, ses clés, un mouchoir froissé, et autre chose qui m'a tordu l'estomac. Une petite boîte de préservatifs à moitié vide. L'officier a ouvert le sac avec des gants. À l'intérieur, il y avait du maquillage, un parfum cher que je ne lui avais jamais acheté, un reçu de l'hôtel Bellevue daté d'il y a 3 semaines. 3 semaines? Ce n'était pas l'histoire d'un soir. Ça durait depuis un certain temps. Connaissez-vous le mot de passe du téléphone de votre femme, a demandé Mathieu en tenant le téléphone endommagé. Non, ai-je admis en me sentant encore plus pathétique. Elle ne me l'a jamais donné. Elle disait que c'était son jardin secret. L'officier a hoché la tête sans surprise. Nous aurons besoin d'un mandat pour le déverrouiller alors. Mais en attendant, nous avons trouvé ceci dans la voiture d'Henri Marchand. Il a sorti un sac à pièces à conviction contenant un autre téléphone portable. Celui-ci était intact. Apparemment, c'est un téléphone secondaire qu'il utilisait. Il n'a pas de mot de passe. Nous avons déjà regardé quelques messages. Je pense que vous devriez voir ça. Il m'a tendu le téléphone avec une expression sombre. L'écran montrait une conversation WhatsApp. Le contact s'appelait simplement « M ». Pas besoin d'être détective pour savoir que M, c'était Martine. J'ai commencé à lire, et chaque message était un coup de poignard direct en plein cœur. M, je ne supporte plus de vivre ce mensonge. Je veux être avec toi tout le temps. Henri, bientôt, mon amour. Le plan est presque prêt. Il nous faut juste un peu plus de patience. M, j'ai fait des recherches. L'assurance paie double s'il s'agit d'une mort accidentelle. Il faut que ça ressemble à un vol pendant son travail. Henri, tu es sûr? Il n'y a pas de retour en arrière après ça. M, complètement sûr. Je suis lié à ce vieillard depuis des années. Il m'a volé ma jeunesse. Il mérite ce qu'il attend. La pièce a commencé à tourner. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. J'ai continué à lire, incapable de m'arrêter, même si chaque mot me détruisait. M, j'ai acheté plus de pilules aujourd'hui. Personne ne se doute de rien. Le pharmacien pense que c'est pour mon insomnie. Henri, bien. Le moment venu, on l'attirera dans un endroit isolé. On mettra les pilules dans son verre, on attendra que ça fasse effet et on simulera le vol. La police pensera que c'est juste de la malchance. M, et ensuite on partira ensemble avec l'argent de l'assurance. On pourra tout recommencer dans un autre pays. Une nouvelle vie, juste toi et moi. Henri, je t'aime. Bientôt, nous serons libres. M, je t'aime aussi. Ce mardi, ce cauchemar sera enfin terminé. Ce mardi. Aujourd'hui, c'était mardi. Ils allaient me tuer aujourd'hui. Ma propre femme avait planifié mon meurtre, pour toucher une assurance vie dont j'ignorais même l'existence. Toutes ces sorties entre amis, tous ces après-midi passés loin de la maison, toutes ces dépenses inexpliquées. Tout ça, c'était pour planifier ma mort. Monsieur Jacques, asseyez-vous, s'il vous plaît. Céline était entrée dans la pièce et me tenait le bras. Je pleurais sans m'en rendre compte. Des larmes silencieuses roulaient sur mes joues ridées. Ma poitrine me faisait mal, comme si j'avais été frappé par un marteau de forgeron. Je n'arrivais pas à respirer correctement. Ce n'est pas tout, a dit Mathieu d'une voix douce mais ferme. Nous avons trouvé une bouteille d'eau à moitié bue avec des résidus de sédatifs dans la voiture d'Henri. Il y avait aussi une seringue usagée. Et plus important encore, nous avons trouvé un contrat d'assurance vie à votre nom, monsieur le roi. Pour un montant de 740 000 €. Votre femme en est l'unique bénéficiaire. Le contrat a été souscrit il y a 6 mois à votre insu, en imitant votre signature. 740 000 €. C'était le prix de ma vie pour Martine. J'avais travaillé comme un esclave pendant 18 ans. Je m'étais sacrifié. Je m'étais humilié. Je m'étais détruit pour elle.
Et pendant tout ce temps, elle ne voyait que des chiffres. Elle ne voyait que de l'argent. Elle n'attendait que le moment de se débarrasser de moi pour encaisser le chèque. Que s'est-il passé alors, ai-je réussi à demander d'une voix brisée. S'ils allaient me tuer, pourquoi sont-ils inconscients? Nous sommes encore en train de reconstituer les faits, a expliqué Mathieu. Mais d'après les caméras de sécurité de l'hôtel et les témoignages préliminaires, il semble que quelque chose est terriblement mal tourné. Selon les images, votre femme et Henri se sont rencontrés dans le parking vers 19 h. Ils se disputaient violemment. Des témoins ont entendu des cris. Il semblerait qu'Henri ait changé d'avis. Il a dit à votre femme qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de ce plan. Qu'il ne pouvait pas tuer un innocent. Elle est devenue furieuse, l'a accusé d'être un lâche, de tout gâcher. Il a fait une pause, vérifiant ses notes. D'après ce que nous avons pu reconstituer, votre femme a essayé de forcer Henri à prendre les pilules qu'ils avaient initialement préparées pour vous. Elle voulait le droguer pour se débarrasser d'un témoin gênant. Ou peut-être le tuer pour qu'il ne la dénonce pas. Il y a eu une lutte. La bouteille d'eau contenant les sédatifs s'est renversée. Tous les deux ont fini par en ingérer des quantités dangereuses pendant la bagarre. Henri a essayé de piquer votre femme avec quelque chose. Probablement d'autres sédatifs, mais dans la lutte, tous les deux ont été touchés. Ils sont tombés inconscients avant de pouvoir appeler à l'aide. Si ce couple n'était pas passé par là et n'avait pas appelé les urgences, ils seraient tous les deux morts alors qu'il est. Donc, Martine a essayé de tuer son amant aussi, quand il a voulu se retirer. Non seulement elle avait planifié mon meurtre, mais elle était prête à éliminer quiconque se mettait en travers de son chemin vers cet argent. Elle n'était pas seulement une épouse infidèle. C'était une meurtrière en puissance, une psychopathe qui avait partagé mon lit pendant près de 2 décennies. Céline m'a apporté un verre d'eau et m'a forcé à boire. Monsieur le roi, je sais que c'est dévastateur, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. Vous êtes en sécurité maintenant. Ils n'ont pas pu vous faire de mal. Le plan a échoué, et toutes les preuves sont ici, les messages, les achats de médicaments. La police d'assurance frauduleuse, les caméras de l'hôtel, tout. Votre femme va devoir faire face à de très graves accusations à son réveil. Quand va-t-elle se réveiller, ai-je demandé, sans vraiment savoir si je le souhaitais. Le médecin qui s'était occupé de Martine est entré dans la pièce où j'essayais toujours de digérer ce cauchemar absolu. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec d'épaisses lunettes et une expression fatiguée. Monsieur, votre femme est stabilisée. Mais toujours dans un état critique. La quantité de sédatifs dans son organisme était suffisante pour provoquer un arrêt respiratoire. Nous avons dû procéder à un lavage gastrique et administrer des médicaments pour contrer les effets. Elle devrait se réveiller dans les prochaines heures. Mais je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de dommages neurologiques. Il va falloir attendre. Et l'homme, a demandé Mathieu. Henri Marchand est en meilleur état. Sa dose était plus faible. Il semble que son corps l'ait éliminé plus rapidement. Nous estimons qu'il pourrait se réveiller à tout moment. Quand il le fera, nous pourrons l'interroger, a-t-il ajouté en regardant l'officier. Je suis resté assis là, l'esprit vide, essayant d'assimiler le fait que ma vie s'était jouée à quelques minutes près de sa fin. Si Henri n'avait pas eu ce cas de conscience. S'il était allé jusqu'au bout du plan, je serais mort en ce moment. Mort dans une ruelle sombre, ma voiture volée, mon portefeuille vide, et tout le monde aurait cru que j'avais été victime d'un vol de rue banal. Martine aurait pleuré à mes funérailles, reçu les condoléances de la famille et des amis, empoché les 740 000 €, et serait partie vivre sa vie parfaite avec son amant, sans que personne ne se doute jamais de rien. Monsieur Jacques, a dit Céline d'une voix douce en s'asseyant à côté de moi. Je sais que c'est terrible, mais je veux que vous sachiez quelque chose. En 15 ans de travail aux urgences, j'ai vu beaucoup de cas horribles. Mais j'ai aussi vu des miracles. Et ce qui s'est passé aujourd'hui était un miracle. L'univers vous a protégé. Cet homme a eu un moment d'humanité juste à temps. Les mauvaises choses qui allaient arriver ne se sont pas produites. Vous êtes en vie. Vous êtes en sécurité. Et maintenant, vous avez la chance de reconstruire votre vie loin de quelqu'un qui ne vous méritait pas. Ces mots étaient gentils, mais je me sentais vide. Reconstruire ma vie. J'avais 63 ans. J'avais gâché les 2 dernières décennies avec une femme qui souhaitait secrètement ma mort. Que me restait-il maintenant ?
Continuer à conduire jusqu'à ce que mon corps s'effondre enfin. Vivre seul dans un petit appartement en mangeant des plats surgelés devant la télévision jusqu'à ce que la mort vienne naturellement. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était ma sœur Héloïse. J'ai répondu avec des mains tremblantes. On t'appelle depuis cet après-midi. Tu vas bien? Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ma gorge était nouée. Jacques, parle. Tu me fais peur. Je suis à l'hôpital, ai-je finalement réussi à dire. Martine est ici. Il y a eu un incident. Quel genre d'incident? Tu es blessé? J'arrive tout de suite. Non, ne viens pas, ai-je murmuré. C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Mais Héloïse avait déjà raccroché. Je la connaissais bien. Elle serait à l'hôpital en moins d'une demi-heure, peu importe ce que je disais. Elle était têtue comme une mule, mais elle était la seule personne au monde qui se souciait vraiment de moi. Mathieu est revenu avec d'autres papiers à la main. Monsieur le roi, nous avons trouvé d'autres preuves sur le téléphone d'Henri. Il y a des virements bancaires que votre femme lui a fait au cours des 4 derniers mois. De petits montants, 45 € par-ci, 90 € par-là, pour ne pas éveiller les soupçons. Au total. Cela représente environ 3200 €. Apparemment, c'était une avance pour le travail qu'il allait accomplir. 3200 €. Martine m'avait volé sur mon salaire pour payer son amant afin qu'il m'assassine. Chaque fois que je lui donnais de l'argent pour les courses, pour ses caprices, pour ses sorties, elle en mettait une partie de côté pour financer ma mort. La trahison était si profonde, si totale, qu'elle ne faisait même plus mal. C'était comme si ma capacité à ressentir avait été complètement épuisée. Nous avons également trouvé des recherches sur Internet sur son ordinateur personnel, a poursuivi Mathieu. Des recherches sur des poisons indétectables, des moyens de simuler des accidents de voiture, les statistiques des vols en ville, les compagnies d'assurance et leurs délais de versement. Tout est documenté. Nous avons un dossier solide. Quand votre femme se réveillera, elle sera immédiatement arrêtée pour complot de meurtre, fraude à l'assurance et tentative d'homicide sur la personne d'Henri Marchand. Combien d'années de prison risque-t-elle, ai-je demandé sans émotion. Avec toutes les preuves dont nous disposons, facilement entre 20 et 30 ans, peut-être plus si le procureur décide d'ajouter d'autres chefs d'accusation. À son âge, monsieur, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais elle passera probablement le reste de sa vie en prison. 30 ans. Martine avait 60 ans aujourd'hui. Elle en sortirait comme une femme de 90 ans, si tant est qu'elle vive jusque-là. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Et curieusement, je n'ai ressenti ni satisfaction ni pitié, juste un épuisement profond qui m'atteignait jusqu'aux os. Un mouvement dans la salle de traumatologie a attiré l'attention de tous. Henri se réveillait. Ses paupières battaient, ses doigts bougeaient légèrement. Le médecin s'est précipité vers lui, vérifiant ses signes vitaux, ajustant les machines. Mathieu s'est également approché avec son carnet prêt. Céline m'a regardé avec une expression inquiète. « Voulez-vous être présent pendant l'interrogatoire » a demandé Mathieu. « Vous en avez le droit, étant donné que vous êtes la principale victime dans cette affaire. » J'ai hoché la tête et je me suis levé sur des jambes tremblantes. J'avais besoin d'entendre de sa propre bouche pourquoi. Pourquoi avait-il accepté de tuer un homme innocent? Pourquoi avait-il planifié de détruire ma vie pour de l'argent? J'avais besoin de comprendre quel genre de personne fait une chose pareille. Nous nous sommes approchés de la civière d'Henri juste au moment où ses yeux se sont complètement ouverts. Il était confus, désorienté, regardant autour de lui, ne comprenant pas où il était. Il a essayé de s'asseoir, mais les fils l'ont retenu. Son regard s'est finalement posé sur moi, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la peur, de la culpabilité, de la honte. « Monsieur Marchand » a dit Mathieu d'une voix ferme. « Je suis l'agent Mathieu de la police nationale. Vous êtes en état d'arrestation pour complot de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Avez-vous compris vos droits? » Henri a hoché faiblement la tête, sans me quitter des yeux. J'ai soutenu son regard, attendant qu'il dise quelque chose qui explique l'inexplicable. « J'ai besoin d'eau » a-t-il murmuré d'une voix rauque. Céline lui a apporté un verre avec une paille. Il a bu lentement, toussant un peu, reprenant des forces. Enfin, il a parlé,
s'adressant directement à moi. Vous êtes Jacques Leroy, n'est-ce pas? Le mari. Oui, ai-je répondu d'un ton plat. Je suis l'homme que vous aviez prévu d'assassiner. Il a fermé les yeux avec une expression de douleur qui semblait sincère. Je suis désolé, mon Dieu. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Pourquoi? C'était tout ce que je pouvais demander. Pourquoi avez-vous accepté de le faire? Henri a pris une grande inspiration, comme pour rassembler le courage d'avouer. J'ai rencontré Martine il y a 8 mois dans une salle de sport. Elle était belle, attentionnée. Elle me faisait me sentir spécial. Je venais de divorcer. J'étais vulnérable. Nous avons commencé à nous fréquenter. Au début, c'était juste une liaison, quelque chose de léger. Sans attache. Mais elle a commencé à me parler de vous. Elle m'a dit qu'elle était piégée dans un mariage malheureux, que vous la maltraitiez, que vous la reteniez prisonnière. Il a fait une pause, me regardant avec des yeux suppliants. Elle m'a dit que vous la frappiez, que vous la menaciez, que vous la forciez à rester. Elle m'a montré des bleus en prétendant que c'était vous. Je l'ai cru complètement. Je pensais sauver une femme battue d'un monstre. J'ai senti la rage commencer à remplacer l'engourdissement. Je n'avais jamais touché Martine. Jamais. J'avais travaillé comme un chien pour la rendre heureuse pendant qu'elle me traitait comme moins que rien. Et maintenant, il s'avérait qu'elle avait aussi menti à son amant, me dépeignant comme un bourreau pour le manipuler. Elle a commencé à parler de vous quitter, a poursuivi Henri, mais elle disait que vous ne la laisseriez jamais partir, que vous la traqueriez, que vous lui feriez du mal. Elle a dit que la seule façon d'être libre, c'était que vous ne soyez plus là. Au début, je pensais qu'elle plaisantait. Mais elle a insisté de plus en plus. Elle m'a montré des articles de presse sur des femmes assassinées par leur mari. Elle m'a dit que si nous ne faisions rien, elle serait la prochaine. Henri a toussé à nouveau, et Céline lui a offert plus d'eau. Il a bu avidement, comme s'il essayait de laver le poison de ses mots. Mathieu prenait des notes frénétiquement tandis que je restais paralysé, écoutant comment Martine avait construit une histoire de mensonges de bout en bout pour transformer cet homme en arme du crime. Elle était très intelligente, a continué Henri, la voix de plus en plus assurée. Elle m'a ferré doucement. D'abord, elle m'a montré de soi-disant textos de menaces qui, selon elle, venaient de vous. Des messages violents, possessifs, terrifiants. Maintenant, je réalise qu'elle les a probablement écrits elle-même depuis un autre téléphone. Mais à ce moment-là, j'étais tellement amoureux, tellement aveuglé, que je n'ai rien remis en question. Quand avez-vous commencé à planifier spécifiquement mon meurtre, ai-je demandé, la voix tremblante de rage contenue. Il y a quelques mois, a-t-il admis en baissant les yeux. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un contrat d'assurance que vous aviez pour une grosse somme d'argent. Elle a dit que s'il vous arrivait quelque chose, elle serait enfin libre et que nous aurions les ressources pour recommencer une nouvelle vie ensemble. Elle me parlait de pays magnifiques où nous pourrions vivre, d'une maison sur la plage, d'une vie sans soucis. J'étais au chômage. Désespéré financièrement. Mon divorce m'avait laissé fauché. L'idée d'avoir de l'argent, d'avoir une femme qui m'aimait, d'être le héros qui sauvait quelqu'un d'un mariage abusif, tout ça a brouillé mon jugement. Un héros, ai-je répété amèrement. Vous alliez m'assassiner de sang-froid et vous vous voyez comme un héros. Je sais, a-t-il murmuré, les larmes commençant à rouler sur son visage tuméfié. Je sais, et je n'ai aucune excuse. Je suis un monstre, mais vous devez me croire, monsieur le roi. Quand le moment est venu, quand aujourd'hui est arrivé, quand nous allions exécuter le plan, je n'ai pas pu le faire. Ma conscience s'est enfin réveillée. Que devait-il se passer exactement aujourd'hui, a demandé Mathieu en se penchant en avant. Henri a respiré en tremblant. Le plan était simple. Martine allait t'appeler ce soir vers 21h, pour te demander de venir la chercher à un endroit précis dans la zone industrielle. Elle dirait que sa voiture était en panne, qu'elle avait peur, pour que tu viennes l'aider. Quand tu arriverais, je serais caché. Martine t'offrirait une bouteille d'eau avec des sédatifs dissous. En attendant qu'il fasse effet, je m'approcherais. Une fois que tu serais inconscient, nous simulerions un vol violent, nous prendrions ton portefeuille, ton téléphone. Et laisserions ta voiture abandonnée. Les ambulanciers te trouveraient déjà mort d'une overdose. Mais on aurait dit que les voleurs t'avaient drogué pour te voler plus facilement.
Juste un autre cas de violence urbaine en hausse. Rien à enquêter en profondeur. Le niveau de détail était glaçant. Ils avaient pensé à tout, chaque étape était soigneusement planifiée. Ma mort réduite à une simple statistique dans le journal. Mais cet après-midi, a continué Henri en essuyant ses larmes. Quand nous nous sommes retrouvés dans le parking de l'hôtel pour revoir les derniers détails, quelque chose s'est brisé en moi. Je l'ai vu préparer les pilules, les compter méticuleusement, en souriant pendant qu'elle parlait de l'argent que nous allions obtenir. Et soudain, je l'ai vu clairement pour la première fois. Ce n'était pas une victime effrayée. C'était une femme froide et calculatrice qui utilisait mon amour et ma stupidité pour commettre un meurtre. J'ai réalisé que si elle était capable de tuer son mari de près de 20 ans, qu'est-ce qui l'empêcherait de me faire la même chose par la suite si je cessais un jour de lui être utile? Alors, vous lui avez dit que vous n'alliez pas le faire, l'a interrompu Mathieu. Exactement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout, que c'était mal, que tuer un homme innocent, peu importe les excuses qu'on se donnait, était impardonnable. Je lui ai dit que je partais, qu'elle pouvait garder l'argent que je lui avais déjà donné. Mais que je me retirais de tout ce plan dément. Et comment a-t-elle réagi? Henri a fermé les yeux, se souvenant. Elle est devenue folle, complètement folle. Elle a commencé à me crier dessus, me traitant de lâche, de bon à rien, de traître. Elle m'a dit que j'avais promis de la sauver. Que maintenant je la condamnais à continuer à souffrir avec son mari violent. Je lui ai dit que je soupçonnais que tout cela était un mensonge, que vous étiez probablement un homme bon et qu'elle était la manipulatrice. Ça l'a enragé encore plus. Il a fait une pause, touchant la coupure sur son sourcil. Elle m'a attaqué physiquement. Elle m'a griffé le visage. Elle m'a frappé. J'essayais juste de me défendre sans la blesser. Ensuite, elle a couru vers la voiture et a pris la bouteille d'eau avec les sédatifs. Elle m'a crié que si je ne voulais pas l'aider, alors je deviendrais un problème qu'elle devait éliminer. Elle a essayé de me forcer à boire. Nous avons lutté. La bouteille s'est renversée sur nous deux. Nous avons tous les deux avalé de l'eau involontairement pendant la bagarre. Elle a sorti une seringue, je ne sais pas d'où, et a essayé de me piquer. J'ai réussi à m'éloigner d'elle, mais dans la lutte, nous avons tous les deux fini avec le liquide dans nos organismes. J'ai commencé à me sentir étourdi presque immédiatement. La dernière chose dont je me souviens, c'est de tomber au sol. Et de la voir s'effondrer devant moi aussi. Après ça, c'est le trou noir jusqu'à mon réveil ici. Mathieu a fini d'écrire et a regardé Henri avec une expression dure. Êtes-vous prêt à témoigner de tout cela devant un tribunal? À témoigner contre Martine? Oui, a répondu Henri sans hésitation. Oui, je le ferai. C'est le moins que je puisse faire. J'ai failli tuer un homme innocent. J'ai failli détruire une vie par cupidité et stupidité. Je mérite d'aller en prison, et elle mérite pire. Il m'a regardé droit dans les yeux. Monsieur le roi, je sais que mes excuses ne signifient rien. Je sais que le mal est fait. Mais j'ai besoin que vous sachiez que lorsque je vous ai enfin vu, il y a quelques minutes, quand j'ai vu votre visage fatigué, vos yeux tristes, votre expression d'homme qui a travaillé dur toute sa vie, j'ai su avec une certitude absolue que Martine avait menti sur tout. Vous n'êtes pas un bourreau, vous êtes une victime, et j'ai failli devenir votre bourreau. Je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le frapper, lui hurler dessus, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que je ressentais. Mais une autre partie, la partie fatiguée et brisée, voulait juste que tout ça se termine. Céline a touché mon épaule doucement. Monsieur Jacques, votre sœur vient d'arriver. Elle est dans la salle d'attente et demande à vous voir. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour cette excuse de m'éloigner d'Henri. Avant que je ne parte, Mathieu m'a arrêté. Monsieur, je veux que vous sachiez que nous allons poursuivre Martine et Henri avec toute la rigueur de la loi. Vous devrez témoigner un jour, mais pour l'instant, reposez-vous. Digérez tout ça. Vous avez vécu une expérience traumatisante. Avez-vous un endroit sur où dormir ce soir? Je ne vous recommande pas de rentrer chez vous pour l'instant. Je peux rester chez ma sœur, ai-je répondu machinalement. Bien. Demain matin, nous aurons besoin d'une déposition formelle complète. Pour l'instant, allez retrouver votre famille.
j'ai marché vers la salle d'attente sur des jambes qui me portaient à peine. Quand Héloïse m'a vu, elle a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Elle avait 5 ans de moins que moi, mais elle avait toujours été la plus forte de la famille. Je n'ai rien dit. Je me suis juste laissé étreindre comme un petit enfant tandis que les larmes que j'avais retenues ont finalement commencé à couler librement. Mon frère, que s'est-il passé? Qu'est-ce que cette sorcière a encore fait? A-t-elle demandé, la voix pleine d'inquiétude et de colère. Elle a essayé de me tuer, Héloïse, ai-je murmuré contre son épaule. Martine avait prévu de m'assassiner pour toucher une assurance vie. Elle a engagé un homme pour le faire. S'il n'avait pas changé d'avis à la dernière minute, je serais mort. J'ai senti le corps de ma sœur se raidir. Cette ordure, a-t-elle dit, la voix tremblante de fureur. J'ai toujours su qu'elle était mauvaise, mais ça. C'est. Je n'ai pas de mots. Dieu merci, tu es en vie. Dieu merci. Elle s'est reculée pour me regarder dans les yeux. Écoute-moi bien, Jacques. Tu viens chez moi tout de suite. Tu vas y rester aussi longtemps que tu en auras besoin, et tu ne vas plus jamais, au grand jamais, douter de ta valeur en tant que personne. Cette femme ne te méritait pas. Elle ne t'a jamais mérité. Elle t'a utilisé. Elle t'a maltraité. Et au final, elle a essayé de te tuer, mais tu as survécu. Et maintenant, tu vas reconstruire ta vie. Tu m'entends? J'ai hoché faiblement la tête, pas certain de la croire, mais ayant désespérément besoin de sa conviction. Héloïse m'a emmené chez elle ce soir-là. Elle vivait dans un petit appartement confortable dans les quartiers sud de la ville. Elle était divorcée depuis 10 ans et vivait seule avec ses 2 chats, Max et Luna. Elle m'a préparé une tisane à la camomille, m'a forcé à manger même si j'insistais sur le fait que je n'avais pas faim, et m'a installé dans sa chambre d'amis, qui sentait la lavande et la propreté. Je me suis allongé dans ce lit étranger, fixant le plafond inconnu, et je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'image de Martine et d'Henri, inconscients sur ces civières. Je voyais les messages planifiant ma mort. J'entendais les mots d'Henri décrivant exactement comment ils allaient m'assassiner. Mon cerveau rejouait le cauchemar encore et encore sans m'accorder de répit. À 3 heures du matin, je me suis levé et je suis allé dans le salon. Héloïse y était, éveillée elle aussi, buvant du thé dans l'obscurité. Elle m'a vu et a simplement désigné le fauteuil à côté d'elle. Je me suis assis sans dire un mot. Elle n'a pas parlé non plus. Nous sommes juste restés là, dans un silence réconfortant. 2 frères et sœurs qui avaient survécu à des enfances difficiles, à des parents absents, à des mariages destructeurs, et qui s'accompagnaient maintenant dans la douleur sans avoir besoin de mots creux. Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché 18 ans avec elle, ai-je fini par dire quand le silence est devenu trop lourd. Tu ne les as pas gâchés, a répondu Héloïse fermement. Tu as vécu, tu as survécu, tu as fait du mieux que tu as pu avec les informations que tu avais. Tu n'es pas devin, Jacques. Tu ne pouvais pas savoir qu'elle était capable d'une chose pareille. Personne ne pouvait le savoir. Mais il y avait des signes, ai-je argumenté, ressentant la vague familière de culpabilité. Tant de signes, sa froideur, ses dépenses inexpliquées, ses sorties constantes, son téléphone caché. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'avais trop peur d'y faire face. Et tu sais pourquoi tu avais peur, a demandé ma sœur en me regardant directement. Parce qu'elle t'avait conditionné pendant des années à douter de toi, à te sentir incompétent, à croire que tu avais de la chance que quelqu'un comme elle reste avec toi. C'est de la maltraitance psychologique. Mon frère. Elle t'a lavé le cerveau si complètement que tu préférais vivre dans le déni plutôt que de risquer de la perdre. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur. Et ce n'est pas de ta faute. C'est la sienne. Ces mots ont transpercé quelque chose de profond dans ma poitrine. Elle avait raison. J'avais vécu si longtemps sous le contrôle émotionnel de Martine que j'avais oublié qui j'étais avant elle. J'avais oublié que je méritais le respect, l'affection, la considération de base. J'étais devenu l'ombre de moi-même, n'existant que pour servir et plaire, attendant des miettes d'approbation qui ne venaient jamais. Demain, tu dois aller faire ta déposition formelle, a dit Héloïse. Je viens avec toi. Tu ne vas pas affronter ça tout seul. Et après ça, on va aller voir un avocat. Tu dois divorcer de cette femme le plus vite possible. Tu dois protéger tes biens, ta pension, tout. Elle ne mérite pas un seul centime de ce pourquoi tu as travaillé.
J'ai hoché la tête avec gratitude. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Héloïse. Tu n'auras jamais à le savoir, a-t-elle répondu en prenant ma main ridée dans la sienne. Nous sommes une famille, et la vraie famille ne t'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Pas comme cette vipère. J'ai finalement réussi à dormir quelques heures avant l'aube. À mon réveil, Héloïse avait déjà préparé du café et avait appelé son travail pour dire qu'elle prenait sa journée. Nous avons pris le petit déjeuner en silence, des tartines beurrées et des œufs brouillés que mon estomac tolérait à peine. À 9 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était l'agent Mathieu. Monsieur le roi. Bonjour. Je dois vous informer que Martine s'est réveillée il y a environ 1 heure. Elle est consciente et orientée. Les médecins affirment qu'il n'y a aucun dommage neurologique permanent. Elle a été formellement mise en état d'arrestation et on lui a lu les chefs d'inculpation. Pouvez-vous venir à l'hôpital vers 11 heures pour votre déposition formelle? J'y serai, ai-je répondu d'une voix plus assurée que je ne le ressentais. Je veux aussi que vous sachiez qu'elle demande à vous parler. Elle dit qu'elle a besoin de vous expliquer certaines choses. Vous n'avez aucune obligation de la voir si vous ne le souhaitez pas. C'est entièrement votre décision. J'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de terreur et de curiosité. Une partie de moi voulait la voir. J'avais besoin d'entendre quelle explication possible elle pouvait donner pour avoir essayé d'assassiner son propre mari. Mais une autre partie savait que tout ce qu'elle dirait ne serait que manipulation. D'autres mensonges conçus pour me contrôler, même maintenant alors qu'elle était prise au piège. Qu'est-ce qu'il a dit? A demandé Héloïse en m'observant attentivement. Martine s'est réveillée. Elle veut me parler. Les yeux de ma sœur se sont rétrécis dangereusement. N'y pense même pas, Jacques. Cette femme est du poison. Elle va essayer de te manipuler à nouveau. Elle va pleurer. Elle va supplier. Elle va inventer des excuses. Ne tombe pas dans son piège. Je sais, ai-je dit. Je sais, mais je crois que j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de clore ce chapitre complètement. J'ai besoin de la regarder dans les yeux et de lui dire qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Héloïse a soupiré profondément. D'accord, mais je viens avec toi. Et si je sens qu'elle te manipule, je te sors de là immédiatement. Compris? Compris. Nous sommes arrivés à l'hôpital à 11 heures pile. Mathieu nous attendait à l'entrée avec un autre agent plus jeune. Monsieur le roi, madame, bienvenue. Avant de voir votre femme. J'ai besoin que vous signiez quelques documents et que vous écoutiez des instructions importantes. La conversation sera surveillée et enregistrée. Tout ce qu'elle dira pourra et sera utilisé comme preuve. Vous ne pouvez pas la toucher physiquement. Il y aura un agent présent à tout moment. Si, à un moment quelconque, vous vous sentez menacé ou mal à l'aise, dites-le immédiatement et nous mettrons fin à la conversation. Est-ce bien clair? Parfaitement clair, ai-je répondu. Ils m'ont conduit dans des couloirs qui m'étaient maintenant douloureusement familiers, jusqu'à une chambre privée avec un garde à la porte. À l'intérieur, menottée au lit d'hôpital, se trouvait Martine. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient en bataille. Son visage était pâle et émacié, de sombres hématomes décorant son cou et ses bras. Mais ses yeux, lorsqu'ils m'ont vu entrer, étaient toujours les mêmes, calculateurs, froids, cherchant le meilleur angle pour attaquer. Jacques, a-t-elle murmuré d'une voix faible qu'elle avait sûrement répétée. Merci d'être venu. J'avais besoin de te voir. Héloïse se tenait près de la porte, les bras croisés, fixant Martine d'un regard noir. Mathieu se tenait de l'autre côté du lit avec son carnet. Je me suis approché lentement, en gardant une distance de sécurité. Que veux-tu, Martine, ai-je demandé d'une voix plate, dénuée d'émotion. J'ai besoin que tu comprennes, a-t-elle commencé, avec des larmes qui semblaient étonnamment réelles commençant à couler sur ses joues. Rien de tout cela n'était réel. Henri m'a manipulé. C'est lui qui a tout planifié. J'ai juste joué le jeu parce que j'avais peur de lui. Il m'a menacé. Il m'a dit que si je ne coopérais pas, il te ferait du mal de toute façon. J'essayais de te protéger. L'audace de ce mensonge m'a coupé le souffle. Même maintenant, avec toutes les preuves contre elle, avec les messages, les virements bancaires, les témoignages, elle essayait encore de tordre l'histoire pour se faire passer pour la victime. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire amer,
brisé, est sorti de ma gorge. Me protéger? Tu es en train de me dire que tu as engagé un homme pour me tuer, que tu as falsifié ma signature sur un contrat d'assurance, que tu as volé notre argent pour le payer, que tu as planifié chaque détail de ma mort pendant des mois. Tout ça pour me protéger? Le visage de Martine a changé. Les larmes ont séché instantanément. Son expression s'est durcie. C'était la vraie Martine. Le masque était finalement tombé complètement. Tu ne comprends rien, a-t-elle dit, la voix pleine de venin. J'ai gâché les meilleures années de ma vie avec toi. Sais-tu ce que c'est que d'être marié à un homme médiocre, ennuyeux, qui n'a jamais eu la moindre véritable ambition? Qui ne m'a jamais donné la vie que je méritais? Tu travaillais et travaillais. Mais nous étions toujours pauvres. Nous n'avons jamais eu la belle maison, les voyages à l'étranger, le luxe qu'avaient mes amis. J'avais honte de toi, Jacques. J'avais honte chaque fois que je devais te présenter à quelqu'un. Ces mots étaient des couteaux aiguisés conçus pour me détruire, comme ils l'avaient toujours fait. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Cette fois, ils ne m'ont pas blessé de la même manière, parce que je pouvais enfin la voir avec une clarté absolue. Ce n'était pas une femme insatisfaite piégée dans un mariage difficile. C'était une personne fondamentalement brisée, incapable d'aimer qui que ce soit d'autre qu'elle-même, prête à détruire des vies pour obtenir ce qu'elle voulait. Alors tu aurais dû me quitter, ai-je dit d'une voix calme qui m'a surpris moi-même. Si c'était si terrible d'être avec moi, si tu avais si honte, tu aurais pu divorcer à n'importe quel moment. Mais tu ne l'as pas fait parce que j'étais utile. Parce que je travaillais comme un esclave pour te garder dans le confort pendant que tu dépensais mon argent et planifiais ma mort. Ce n'était pas assez d'argent, a craché Martine avec un mépris absolu. Un divorce ne m'aurait donné que la moitié de rien. Mais ta mort. Ta mort m'aurait rapporté 740 000 euros. Assez pour refaire ma vie, pour être enfin heureuse, pour avoir ce que j'aurais toujours dû avoir. Mathieu écrivait frénétiquement. Chaque mot qui sortait de la bouche de Martine était une preuve supplémentaire. Un clou de plus dans le cercueil de son affaire judiciaire. Mais elle était tellement consumée par sa rage, tellement indignée d'avoir été attrapée, qu'elle s'en fichait. Elle voulait me blesser une dernière fois. Elle voulait s'assurer que je savais exactement à quel point elle m'avait méprisé toutes ces années. Et Henri, ai-je demandé. Que ressentais-tu vraiment pour lui? Elle a ri amèrement. Henri était un idiot utile, un homme désespéré sans argent et avec des problèmes d'estime de soi. Il était facile à manipuler. Je lui ai dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. J'ai parfaitement joué le rôle de la femme battue. Et il est tombé dans le panneau comme tous les hommes. Avec des promesses d'amour et de sexe, on peut faire n'importe quoi à un homme. Je pensais qu'il aurait le cran de finir le travail, mais il s'est avéré être un lâche au final. Si j'avais su qu'il allait me trahir, je l'aurais éliminé dès le début. Donc, vous admettez avoir planifié le meurtre de votre mari, a dit Mathieu en levant les yeux de son carnet. Continuez, s'il vous plaît. Ceci est enregistré. Martine a enfin semblé réaliser qu'elle en avait trop dit. Son expression a changé, elle a essayé de faire marche arrière. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis confuse à cause des médicaments. Je ne sais pas ce que je dis. Mais il était trop tard. Les mots avaient déjà été prononcés, enregistrés, documentés. Héloïse a fait un pas en avant depuis sa place près de la porte, les yeux pleins d'une fureur contenue. « Écoute-moi bien, espèce de vipère », a dit ma sœur d'une voix basse et dangereuse. « Tu passeras le reste de ta misérable vie en prison. Et chaque jour où tu seras là-dedans, je veux que tu te souviennes que tout ça, c'est de ta faute. Pas celle de Jacques, pas celle de quelqu'un d'autre. La tienne. Parce que tu es une personne mauvaise et égoïste qui détruit tout ce qu'elle touche. Et maintenant, tu vas enfin payer pour ça. » Martine lui a lancé un regard de pure haine. « Tu m'as toujours détesté. Tu as toujours essayé de m'éloigner de lui. Ça te rend heureuse, n'est-ce pas? De me voir détruite. » « Non, » a répondu froidement Héloïse. « Ça ne me rend pas heureuse. Ça me rend triste que mon frère ait gâché des années de sa vie avec quelqu'un d'aussi pourri à l'intérieur. Mais ça me soulage de savoir qu'il est enfin libéré de toi. » J'ai fait un pas de plus vers le lit où Martine était menottée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ces yeux qui m'avaient autrefois fait ressentir de l'amour, et qui ne provoquaient plus désormais que de la pitié.
Je veux que tu saches quelque chose, Martine. Pendant des années, tu m'as fait croire que je n'étais pas assez bien. Que j'étais médiocre, ennuyeux. Honteux. Tu m'as fait sentir que j'avais de la chance que tu restes avec moi malgré mes défauts. J'ai travaillé jusqu'à en détruire ma santé en essayant de te rendre heureuse, de te donner tout ce que tu demandais. Croyant qu'un jour tu me regarderais enfin avec amour. Mais maintenant je comprends la vérité. J'ai fait une pause, savourant les mots que j'allais prononcer. Le problème n'a jamais été moi. C'était toi. C'est toi qui es incapable d'aimer, d'apprécier, de ressentir de la gratitude sincère. C'est toi qui es brisé à l'intérieur. Et maintenant tu vas payer pour ça. Tu vas passer des décennies dans une cellule à vieillir seul, sans luxe, sans confort, sans personne pour te servir. Et moi, je vais être libre. Je vais reconstruire ma vie. Je vais trouver la paix. Et un jour, je vais être heureux d'une manière que tu ne pourras jamais comprendre. Le visage de Martine s'est contorsionné dans une grimace de rage impuissante. Elle m'a craché dessus. Elle m'a littéralement craché dessus. Sa salive a frappé ma joue. Le garde a immédiatement bougé pour la maîtriser, bien que les menottes la maintiennent déjà en place. Mathieu a fermé son carnet avec une expression satisfaite. Je crois que nous avons terminé ici, a-t-il dit. Monsieur le roi, vous pouvez disposer. Nous avons largement assez de preuves. Je me suis essuyé la joue avec dignité et je me suis retourné pour partir. Derrière moi, j'entendais Martine hurler des obscénités, des menaces, des insultes destinées à me blesser une dernière fois, mais elle ne m'atteignait plus. Chaque pas qui m'éloignait de cette pièce était un pas vers la liberté. Chaque mot empoisonné qu'elle lançait ne faisait que creuser sa tombe judiciaire un peu plus profondément. Héloïse a pris mon bras alors que nous marchions dans le couloir. Je suis fier de toi, mon frère. Tu lui as dit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et plus important encore, je crois que tu l'as enfin entendu aussi. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la clarté, comme si un épais brouillard qui recouvrait mon esprit s'était enfin levé. Martine n'avait aucun pouvoir sur moi. Et elle n'en aurait plus jamais. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités juridiques. J'ai fait ma déposition formelle complète, qui a duré près de 4 heures. J'ai répondu à chaque question avec une honnêteté brutale, décrivant les années de violence psychologique, de manipulation, de négligence. Le procureur, un homme sérieux d'une quarantaine d'années nommé Laurent, m'a assuré que le dossier contre Martine était en béton. Nous avons les messages, les virements bancaires, le témoignage d'Henri, les caméras de sécurité, ses propres aveux enregistrés il y a 2 jours. Il a expliqué qu'elle allait être inculpée de complot en vue de commettre un assassinat, fraude à l'assurance, tentative d'homicide contre Henri Marchand, et possiblement d'autres charges additionnelles. Avec toutes ces preuves, le procès sera relativement court. Mon estimation est qu'elle écopera d'une peine comprise entre 25 et 30 ans de prison. Et Henri, ai-je demandé. Il coopère pleinement, a répondu Laurent. Son témoignage est crucial. Il fait également face à des charges graves, évidemment, mais comme il s'est retiré avant de commettre le meurtre et qu'il témoigne contre le cerveau du plan, il recevra probablement une peine réduite, peut-être 10 à 15 ans au lieu de la perpétuité. J'ai été surpris de constater que je ressentais un certain soulagement en entendant qu'Henri avait été manipulé lui aussi, d'une manière différente mais réelle. Il avait été assez faible pour être utilisé, mais à la fin, il avait retrouvé une part d'humanité. Je ne lui avais pas pardonné, je ne pourrais probablement jamais le faire, mais je ne souhaitais pas non plus qu'il paie le même prix que Martine. Mon avocate pour le divorce, recommandée par Héloïse, était une femme efficace nommée Amélie, qui n'a pas perdu de temps. Étant donné la tentative de meurtre documentée, le divorce sera accéléré, a-t-elle expliqué. Martine n'a droit à rien. En fait, vous pourriez la poursuivre au civil pour préjudice moral et pour les frais de la thérapie dont vous aurez certainement besoin. Nous allons nous assurer qu'elle ne voit pas un centime de votre pension, de vos économies, rien. 3 semaines après l'incident, je me suis retrouvé assis dans le bureau d'Amélie à signer les papiers du divorce. Mon mariage de 18 ans se terminait par une signature à l'encre noire sur du papier blanc. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la tristesse, peut-être, ou de la nostalgie pour ce qui aurait pu être. Mais je n'ai ressenti qu'un immense soulagement, comme si j'avais porté un poids de 100 kilos pendant des années et que je pouvais enfin le laisser tomber. Céline,
l'infirmière qui m'avait aidé cette nuit terrible à l'hôpital, m'a appelé un après-midi. J'ai beaucoup pensé à vous, a-t-elle dit d'une voix chaleureuse. Je voulais savoir comment vous digériez tout ça. Je sais que des événements traumatisants comme celui-ci peuvent avoir des effets durables. Avez-vous pensé à consulter un thérapeute? Honnêtement, non, ai-je admis. J'ai été tellement occupé par les questions juridiques que je n'ai pas pensé à ma santé mentale. Vous devriez, a-t-elle dit doucement. Ce que vous avez vécu est un traumatisme sévère. Des années de maltraitance psychologique suivies d'une tentative de meurtre. Personne ne traverse ça tout seul. J'ai le contact d'une excellente thérapeute spécialisée dans les traumatismes et les abus. Puis-je vous l'envoyer? J'ai accepté la recommandation de Céline et j'ai commencé la thérapie 2 semaines plus tard. Le docteur Inès était une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, et avec une façon de parler qui vous faisait vous sentir en sécurité pour partager vos pensées les plus sombres. Lors de nos premières séances, je pouvais à peine parler sans pleurer. Toute la douleur que j'avais réprimée pendant des années a enfin trouvé un exutoire. Nous avons parlé de mon enfance, de la façon dont j'avais appris à chercher l'approbation des autres pour éviter les conflits, de la façon dont Martine avait exploité ses faiblesses exactes pour me contrôler. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'elle a fait, me répétait le docteur Inès sans cesse. Les agresseurs sont experts pour trouver des personnes empathiques, travailleuses, loyales, et pour transformer ces vertus en chaîne. Vous n'étiez pas faible d'être resté. Vous étiez systématiquement manipulé par quelqu'un qui savait exactement sur quel bouton appuyer. Petit à petit, séance après séance, j'ai commencé à reconstruire mon estime de moi. J'ai commencé à voir mon histoire non pas comme celle d'un idiot qui a été trompé, mais comme celle d'un survivant qui a enduré des années de maltraitance et qui a vécu pour le raconter. J'ai commencé à me pardonner de ne pas avoir vu les signes plus tôt, d'avoir cru aux mensonges, d'avoir travaillé si dur pour gagner un amour qui n'a jamais été disponible. Céline m'appelait régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Ces appels illuminaient toujours ma journée. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa voix, dans son inquiétude sincère. Un après-midi, elle m'a invité à prendre un café. Juste en amie, a-t-elle rapidement précisé. Je sais que vous traversez beaucoup de choses, et je me suis dit qu'il serait bon de parler à quelqu'un en dehors du contexte juridique ou thérapeutique. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de l'hôpital. Elle est arrivée encore en uniforme. Elle venait de terminer son service. Nous avons commandé un café et un gâteau au chocolat, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis surpris à rire sincèrement pendant qu'elle me racontait des histoires amusantes de l'hôpital, des patients excentriques, des médecins à l'ego surdimensionné. Des situations absurdes qui ne peuvent se produire qu'aux urgences. Vous savez ce qui est le plus triste, lui ai-je dit dans un moment de sincérité. Je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où Martine et moi avons eu une conversation comme celle-ci. Légère, amusante, sans tension. Je crois qu'on ne l'a jamais fait. Chaque interaction était soit transactionnelle, soit conflictuelle. Céline m'a regardé avec des yeux pleins de compréhension. Ça a dû être incroyablement solitaire. Ça l'était, ai-je admis. J'étais marié et je me sentais plus seul que jamais. Maintenant, je suis techniquement seul et je me sens plus accompagné que je ne l'ai été depuis des années. Elle a souri. C'est parce que vous êtes enfin entouré de personnes qui vous estiment vraiment. Votre sœur, votre thérapeute, vos amis. Des personnes qui vous voient et vous apprécient pour qui vous êtes. Et vous, ai-je demandé avant de pouvoir me retenir. Vous me voyez? Elle a légèrement rougi, mais a soutenu mon regard. Oui, je vous vois. Je vois un homme bon qui mérite bien plus que ce qu'il a eu. Un homme qui se reconstruit avec courage. Et je suis heureuse d'avoir pu faire partie de ce processus, même si ce n'est qu'un petit rôle. Quelque chose de chaud s'est répandu dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était trop tôt pour ça, mais c'était de l'espoir. La possibilité que, peut-être, un jour, je pourrais à nouveau faire confiance à quelqu'un. Que je pourrais ressentir une affection sincère à nouveau sans la peur constante d'être utilisé ou trahi. Le procès de Martine a commencé 4 mois après l'incident. Le procureur Laurent avait fait un travail méticuleux pour monter le dossier. J'ai dû témoigner, ce qui a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. Martine était là, vêtue d'un tailleur gris terne que son avocat lui avait probablement conseillé de porter pour paraître moins menaçante. Me regardant avec une expression qui se voulait pleine de regret,
mais qui n'atteignait pas ses yeux froids. J'ai décrit devant le juge et le jury les années de violence psychologique, les dépenses inexpliquées, les sorties constantes, le mépris avec lequel elle me traitait, comment elle m'avait fait me sentir inférieur. J'ai décrit le jour où j'ai reçu l'appel de l'hôpital, ma terreur en arrivant, la dévastation de la découverte de la vérité. Ma voix s'est brisée à plusieurs reprises, mais j'ai continué. Il fallait que tout le monde sache exactement qui était Martine. Henri a également témoigné. Il avait l'air émacié, vieilli bien au-delà de ses 46 ans. Il a admis sa culpabilité sans réserve. Il a décrit comment Martine l'avait manipulé, les mensonges qu'elle lui avait racontés sur moi, comment elle avait brossé un faux portrait de mariage abusif pour faire de lui son arme. Quand il a terminé, des larmes coulaient sur son visage. « Je suis désolé », a-t-il murmuré en me regardant directement. « Je suis infiniment désolé. » L'avocat de Martine a essayé de faire valoir qu'elle avait aussi été une victime, qu'Henri l'avait manipulée, que la drogue dans son système avait altéré son jugement. Mais les preuves étaient accablantes. Les messages qui montraient clairement qu'elle était l'organisatrice, le virement d'argent qu'elle avait fait, le contrat d'assurance falsifié avec ma signature, ses propres aveux enregistrés à l'hôpital où elle admettait tout avec un mépris absolu. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Lorsqu'ils sont revenus, le président s'est levé et a lu le verdict. Coupable de complot en vue de commettre un assassinat au premier degré. Coupable de fraude à l'assurance. Coupable de tentative d'homicide. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Martine n'a montré aucune émotion en entendant ces mots. Elle est restée assise à fixer le vide devant elle, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Mais quand le juge a prononcé la sentence 28 ans de prison avec une période de sûreté d'au moins 20 ans, j'ai vu quelque chose sur son visage. Pas de regret, pas de tristesse, juste de la rage. De la rage parce que son plan avait échoué. De la rage parce qu'elle faisait enfin face à de vraies conséquences. J'ai quitté le tribunal en ayant l'impression qu'un chapitre horrible de ma vie s'était enfin refermé. Héloïse m'a serré fort dans ses bras à l'extérieur du bâtiment. C'est fini, mon frère. C'est enfin fini. Elle ne peut plus te faire de mal. Céline était là aussi. Elle était venue me soutenir, bien qu'elle n'en ait aucune obligation. Elle m'a serré rapidement dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille, « Je suis fier de vous. Vous avez été très courageux. » Ce soir-là, Héloïse a organisé un petit dîner chez elle. Elle a invité des amis proches, le docteur Inès, ma thérapeute qui était devenue une sorte d'amie, et Céline. C'était étrange d'être entouré de personnes qui appréciaient sincèrement ma compagnie, qui riaient à mes commentaires, qui me traitaient comme si j'étais important. J'avais oublié ce que cela faisait. À un moment de la soirée, je me suis retrouvé sur le balcon d'Héloïse, à regarder les lumières de la ville et à respirer l'air frais. Céline est venue me rejoindre, apportant 2 verres de vin rouge. Nous avons trinqué en silence. « À quoi pensez-vous » a-t-elle demandé après un instant. « J'ai 63 ans, ai-je répondu honnêtement. J'ai gaspillé presque 2 décennies avec la mauvaise personne. Parfois, je me demande s'il n'est pas trop tard pour recommencer. S'il est encore temps d'être heureux. » Céline m'a regardé avec ses yeux chaleureux qui me donnaient l'impression d'être vraiment vu. « Jacques, la vie ne s'arrête pas à 63 ans. Mon père a trouvé l'amour de sa vie à 70 ans. Après être devenu veuf. Ils se sont mariés et ont passé 10 années merveilleuses avant qu'il ne décède. 10 années de pur bonheur qu'il n'aurait jamais pensé connaître. Vous avez le temps. Vous avez des années devant vous. Et maintenant que vous êtes libre, vous pouvez les utiliser pour construire la vie que vous avez toujours méritée. Et croyez-vous que je mérite d'être heureux, ai-je demandé, luttant toujours avec cette croyance fondamentale. Je ne le crois pas, a-t-elle dit avec conviction. Je le sais, et un jour, vous le saurez aussi. Nous sommes restés là, dans un silence réconfortant, à boire du vin, à regarder la ville. 2 personnes qui avaient trouvé une connexion dans les circonstances les plus inattendues. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je ne savais pas si Céline et moi allions devenir plus que des amis. Je ne savais pas ce que ce serait de reconstruire ma vie à partir de 0 à mon âge. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. J'ai senti que peut-être, juste peut-être, les meilleures années de ma vie étaient encore à venir. J'ai repris mon travail de chauffeur VTC, mais avec de nouvelles limites. Seulement 8 heures par jour, plus de quart très tôt le matin. Du temps pour moi,
pour la thérapie, pour les amis, pour vivre au lieu de simplement exister. L'argent était moindre, mais c'était suffisant. Et surtout, j'étais plus heureux. 1 an après le procès, ma vie était méconnaissable par rapport à ce qu'elle avait été. J'avais quitté la maison que je partageais avec Martine pour m'installer dans un petit appartement de 3 pièces, près de chez Héloïse. C'était modeste, mais c'était le mien. Décoré selon mes propres choix, baigné de lumière naturelle et rempli de plantes que Céline m'avait aidé à choisir. Chaque matin, je me réveillais sans ce poids étouffant sur la poitrine que j'avais porté pendant des années. Chaque nuit, je m'endormais en paix, sans craindre le prochain commentaire cruel ou la demande impossible. La thérapie avec le docteur Inès avait été transformatrice. J'avais appris à reconnaître les schémas de manipulation, à fixer des limites saines, à me valoriser sans avoir besoin de validation externe constante. J'avais surmonté le traumatisme, la douleur, la trahison. Je n'étais pas complètement guéri, je ne le serais probablement jamais entièrement, mais je guérissais, et c'était suffisant. Céline et moi étions devenus incroyablement proches. Ce qui avait commencé comme de l'amitié s'était lentement transformé en quelque chose de plus profond. Elle était patiente avec mes peurs, compréhensive envers mes insécurités, douce lorsque les sombres souvenirs m'accablaient. Elle ne bousculait rien, n'exigeait jamais plus que ce que je pouvais donner. Elle était juste là, constante et chaleureuse, me montrant jour après jour à quoi ressemblait le véritable amour. Un samedi après-midi, 6 mois après mon emménagement dans mon nouvel appartement, Céline est venue me rendre visite. Nous avions prévu de cuisiner ensemble, ce qui était devenu une tradition hebdomadaire. Elle avait apporté les ingrédients pour faire des pâtes fraîches. J'avais acheté du vin et mis une musique douce en fond sonore. En cuisinant, riant de nos erreurs, éclaboussant de la farine partout, j'ai réalisé quelque chose. J'étais complètement heureux à ce moment-là. Je n'attendais pas que quelque chose de mal arrive. Je ne m'inquiétais pas de faire quelque chose de travers. J'étais juste présent, profitant de la compagnie de quelqu'un qui appréciait sincèrement la mienne. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé avec nos verres de vin. Céline s'est blottie contre moi, la tête reposant sur mon épaule. « Jacques » a-t-elle dit doucement. « Il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur a fait un bond de peur instinctif. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a levé la tête pour me regarder dans les yeux. « Ce n'est rien de mal » a-t-elle promis, voyant mon expression. C'est juste que, eh bien, j'ai beaucoup pensé à nous, à ce que nous sommes, à ce que nous pourrions être. Et j'ai besoin que tu saches que je ne suis pas pressé. Je sais que tu guéris encore. Je sais que tu as besoin de temps. Mais j'ai aussi besoin que tu saches que je t'aime. Jacques. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux m'apporter ou faire pour moi. Et je serai là aussi longtemps que tu auras besoin de l'être, jusqu'à ce que tu sois prêt à entendre ça. Les larmes m'ont monté aux yeux. Personne ne m'avait dit ces mots avec une sincérité authentique depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Je t'aime aussi, Céline, ai-je murmuré. Je suis terrifié à l'idée de le dire, terrifié à l'idée d'y croire, mais c'est la vérité. Je ne sais pas encore comment être bon à ça. Je ne sais pas comment être en couple avec quelqu'un sans me perdre dans le processus. Mais je veux essayer avec toi. Je veux essayer. Elle a souri, ses propres larmes brillant dans ses yeux. Et on va essayer ensemble. Étape par étape. Pas de précipitation. Et quand tu auras peur, tu me le diras. Quand tu auras besoin d'espace, tu me le diras. Ce ne sera pas comme avant. Ce sera différent parce que nous choisissons tous les deux que ce soit différent. Je l'ai embrassé, doucement et lentement. Et ce fut comme si toutes les pièces brisées à l'intérieur de moi commençaient à se réaligner. Ce ne fut pas une magie instantanée. Cela n'a pas guéri des décennies de dégâts en un instant, mais c'était un début. C'était un espoir véritable et fondé. Les mois qui ont suivi ont été les plus heureux de ma vie. Céline et moi avons pris les choses lentement, construisant une relation basée sur une communication honnête, le respect mutuel et l'affection sincère. Elle ne m'a jamais fait me sentir inférieur. Je n'avais jamais à deviner ce qu'elle pensait ou ressentait parce qu'elle me le disait directement. C'était rafraîchissant, terrifiant parfois par sa simplicité, mais magnifique. Héloïse était ravie de cette relation. « Tu as enfin trouvé quelqu'un qui te mérite », me répétait-elle constamment. Céline est exactement le genre de personne dont tu avais besoin dans ta vie, quelqu'un qui te voit, te valorise et t'aime inconditionnellement.
Mon métier de chauffeur avait également trouvé un nouveau sens. Ce n'était plus seulement un moyen de survivre. C'était devenu une manière de rencontrer des gens, d'entendre des histoires, de me connecter à ma ville. Mes passagers étaient souvent surpris de voir à quel point j'étais bavard et amical. Je recevais d'excellentes notes et de généreux pourboires. Je me sentais valorisé, utile, vu. J'ai reçu une lettre d'Henri depuis la prison. Il avait été condamné à 12 ans après son entière coopération dans l'affaire contre Martine. Dans sa lettre, il me demandait encore pardon, mais cette fois avec plus de profondeur, une compréhension plus réelle de ce qu'il avait failli accomplir. Il m'a écrit sur sa propre thérapie en prison, sur la façon dont il travaillait pour comprendre comment il avait été si facilement manipulé. « Je n'attends pas votre pardon », écrivait-il. Mais je voulais que vous sachiez que je passe chaque jour à être reconnaissant que ma conscience se soit réveillée à temps. Je lui ai répondu. Pas avec un pardon total, je n'y arrivais pas encore, mais avec la reconnaissance de son repentir sincère et l'espoir qu'il utiliserait son temps en prison pour devenir une meilleure personne. Je lui ai brièvement parlé de ma nouvelle vie, de Céline, de ma guérison. Martine, de son côté, n'a jamais montré la moindre once de remords. Selon Mathieu, qui me tenait au courant de temps en temps, elle continuait à blâmer tout le monde sauf elle-même pour sa situation. Elle avait tenté de faire appel de sa condamnation à plusieurs reprises sans succès. Elle était, selon tous les rapports, exactement la même personne qu'elle avait toujours été. Je ne pensais plus souvent à elle. De temps en temps, elle surgissait dans mes pensées, mais elle n'avait plus de pouvoir émotionnel sur moi. Elle était simplement quelqu'un qui avait été dans ma vie et qui n'y était plus. Un chapitre fermé, classé, surmonté. Pour mon 65e anniversaire, Céline a organisé une fête surprise. Elle a invité Héloïse, le docteur Inès, et plusieurs nouveaux amis que je m'étais fait au cours de la dernière année. Quand je suis arrivé à mon appartement en m'attendant à une soirée tranquille, et que j'ai trouvé mon salon plein de gens criant « Surprise !», je suis resté sans voix. Il y avait des ballons, des décorations, une table pleine de nourriture. Il y avait un immense gâteau au chocolat qu'Héloïse avait préparé. Il y avait des rires, de la musique, de la joie pure. Pendant que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire » et que je soufflais les bougies, j'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu. J'ai souhaité plus de jours comme celui-ci, plus de moments entourés de gens qui m'aimaient sincèrement. Plus de temps avec Céline, dont je tenais la main pendant que je coupais le gâteau. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Céline et moi nous sommes tenus sur le balcon à regarder les étoiles. Merci, ai-je dit simplement. Pour tout. De m'avoir vu. De m'aimer. De m'avoir montré qu'il était encore possible d'être heureux. Elle a embrassé ma joue ridée avec une tendresse infinie. Merci de m'avoir laissé entrer. D'avoir été assez courageux pour réessayer. Tu sais ce qui est le plus étrange, ai-je dit, pensif. Martine voulait que je meure pour pouvoir avoir une vie meilleure, mais son plan a échoué. Et maintenant elle est en prison, tandis que je suis ici, plus vivant que je ne l'ai été depuis des décennies. C'est comme si l'univers savait exactement ce que chacun de nous méritait. Le karma existe, a répondu Céline avec un sourire. Et tu mérites ça. Une seconde chance. Une vraie vie. Le grand amour. J'ai repensé à tout le chemin parcouru. L'appel paniqué de l'hôpital, la découverte dévastatrice de la trahison, les mois de douleur pour digérer des années d'abus, le procès, la condamnation, et puis, lentement mais inévitablement, la guérison, l'épanouissement. La redécouverte de qui j'étais sans l'ombre toxique de Martine assombrissant chaque aspect de mon existence. À 65 ans, à l'âge où beaucoup de gens pensent que leur vie est pratiquement terminée, la mienne commençait véritablement. J'avais l'amour. J'avais une famille. J'avais des amis. J'avais un but. J'avais la paix. Et ça, ai-je réalisé en serrant Céline dans mes bras sous le ciel étoilé, c'était plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Elle avait essayé de me tuer pour 740 000 € et une vie de luxe. Mais en échouant dans son plan, elle m'avait offert quelque chose d'infiniment plus précieux, ma liberté, ma dignité, et l'opportunité de découvrir ce que cela signifiait vraiment de vivre. La vie a une façon étrange de s'équilibrer. Le mal ne gagne pas toujours. Les gentils ne finissent pas toujours derniers. Et parfois, la justice n'est pas seulement poétique, elle est réelle, tangible, satisfaisante. Martine passerait les prochaines décennies dans une petite cellule, à vieillir seule, sans luxe,
récoltant exactement ce qu'elle avait semé. Et moi, je passerai mes années d'or entouré d'amour, à construire de nouveaux souvenirs, vivant enfin la vie que j'aurais toujours dû avoir. À la fin, j'ai survécu. Et non seulement j'ai survécu, mais j'ai prospéré. Et ça, c'était la meilleure des vengeances. Bien vivre, être heureux, prouver que même la trahison la plus profonde ne peut détruire une personne qui refuse d'être détruite. Ceci est mon histoire. Et bien qu'elle ait commencé par la terreur et la douleur, elle se termine par l'espoir et l'amour. Et ça fait que tout cela en valait la peine.